Merci Philippe Lefebvre et Olivier Benoît pour ces témoignages qui nous montrent combien les équipes se mobilisent, combien les mentalités changent. Est-ce que Alicia, voulez-vous intervenir, rebondir? Comment? Bien sûr. Non, je serai assez brève. Je voulais juste rebondir sur l'empowerment et dire que je pense que c'est aussi avant tout une disposition qui est très personnelle, qui certes dépend de pas mal de facteurs extérieurs, du partage qu'on fait, de l'estime qu'on a de soi, etc. Mais je pense que c'est quelque chose de très personnel. C'est un sentiment avant tout, le fait d'être vraiment acteur de sa vie, en possession en tout cas de ses propres ressources, de ses propres capacités. Tout simplement, voilà, si on ramène ça du côté accompagnement des personnes en situation de handicap, pour avoir abordé le sujet avec certaines, beaucoup me disaient, pour moi, c'est juste le fait de sentir que je ne subis pas. Toutes les pressions et toutes les caractéristiques qu'on a pu coller sur mon état de santé, sur ma pathologie, sur mon handicap, etc. Mais de sentir que je vis mon projet de vie, mes choix de vie, avec dans ma situation de handicap. Enfin, voilà. C'est un positionnement qui est très différent. C'est à la fois de pouvoir utiliser ce qu'il y a autour de nous et interagir avec les autres, comme vous disiez, et à la fois d'être très centré sur sa propre démarche et sur son propre projet de vie. Donc, je pense que c'est avant tout un sentiment qui est très individuel. Merci Alicia. Ludivine. Ce à quoi vous avez fait référence, moi ça m'a fait penser quand même à une période dans laquelle j'espère qu'on tend à sortir, fallait que les patients, les personnes handicapées, peu importe, que tout le monde rentre dans des petites cases, et ce modèle-là, il faut impérativement sortir, parce qu'il n'a aucun sens, effectivement, quand vous parlez de ça va du médecin, alors bon, c'est le corps qui est découpé par petits bouts, parce que tel médecin va connaître tel petit morceau, pas l'autre, etc. Après, ça va être l'assistante sociale, et tout le monde y perd en énergie, comme vous pouvez le dire tout à l'heure, Alicia. Et il y a aussi... il y a aussi le droit aux patients de refuser de se soigner. Il faut sortir également, parce que ça, je l'ai trop vu, trop vécu, trop entendu, la notion du bon et du mauvais patient. Et voilà. Il faut vraiment dépasser tous ces clivages-là, tous ces cloisonnements. Et c'est comme ça que je pense que ce soit pour les accompagnants et pour les usagers, on pourra trouver une issue qui soit réellement favorable. Merci Ludivine. On va donner maintenant la parole à la salle. Qui veut ouvrir le bal? Bonjour, juste si vous pouvez revenir un peu plus sur l'indicateur d'impact, exactement ce que vous entendez par là, comment vous évaluez et sur quoi vous évaluez. Merci. L'empowerment est un des indicateurs d'impact. Donc, au niveau empowerment individuel, impacter, savoir si les personnes qui ont participé à une action, qu'est-ce que ça a changé par rapport à leur image d'eux-mêmes. Est-ce que ça leur permet de se remettre debout s'ils ne l'étaient pas, etc. Est-ce qu'ils participent maintenant davantage, pas simplement à l'action, mais globalement? Est-ce qu'en termes de mise en compétence, c'est des gens qui ont l'impression d'avoir accru et donc peuvent faire valoir ce qu'ils ont fait et continuer, etc. Est-ce qu'en termes de mise en capacité de se responsabiliser, est-ce que c'est maintenant des gens qui connaissent tout ça? C'est au niveau individuel. Au niveau collectif, la même chose. Est-ce que le groupe essaye de faire en sorte que tout le monde ait sa place, que tout le monde puisse prendre part et donne ses compétences, prenne des responsabilités. Ça, c'est... Est-ce que le sentiment d'appartenance, il va vers quelque chose de plus en plus complexe? Si ça vous intéresse, j'ai tout un certain nombre d'indicateurs, on pourrait vous les dire si ça vous intéresse, parce que pour chaque étape, en fait, ça correspond, et ça, les gens peuvent évaluer. Donc nous, on pense à la fois que quand c'est l'empowerment individuel, les gens remplissent avant
au début de l'action et puis 6 mois après, 1 an après, qu'est-ce que ça a changé. Et donc là, il suffit de cocher en fait pour savoir s'ils ont évolué. Et puis sur l'employement collectif, c'est ensemble. Et donc là, les gens disent mais où on en était, est-ce qu'il y a des liens de solidarité? Donc ça aussi, c'est à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme changement à ce niveau-là. Donc est-ce que quand c'est dans une action avec les institutions, est-ce que les institutions ont changé leur façon de voir les choses? Est-ce que par exemple des appels à projets, nous en ce moment, l'ARS Île-de-France, l'Agence régionale de santé, excusez-moi quand je fais d'ici, nous a demandé de les aider là sur un projet qui s'appelle REMI, c'est-à-dire réduction de la mortalité infantile. Et en fait, là encore, il s'agit de faire autrement et pas simplement qu'il y ait des opérateurs qui interviennent, mais ça veut dire qu'il faut probablement changer même l'appel à projet pour que ce soit beaucoup plus coopératif. Et donc, est-ce que les institutions réalisent qu'il faut faire autrement? À tel point qu'à Mayotte, là, ça a commencé, le délégué territorial de l'ARS de Mayotte est venu se former lui-même avec ses cadres pour mettre en place les démarches communautaires. Ils se sont dit, nous, on n'y arrivera pas si nous-mêmes, on ne se forme pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la part d'une institution de dire qu'on a besoin d'être formé. Enfin, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent quand même de temps en temps changer. Et là, la démarche d'après, ça va être les élus. Donc l'impact, c'est ça. L'impact, c'est à tous les niveaux. Ça va de l'usager jusqu'aux responsables. Est-ce que les uns et les autres changent leur pratique? Donc ça fait partie de l'évaluation. Et on a effectivement des critères qui permettent de voir. Je ne sais pas si cela est... Je vais revenir sur ce que vous avez évoqué de l'empouvoirment ou du renforcement des capacités, qui pour nous est vraiment au cœur de notre action. Il s'agit vraiment d'amener l'individu à renforcer ses capacités au maximum pour qu'il puisse proposer ses ressources, puiser dans ses ressources et les proposer au monde, mais aussi aller puiser dans les ressources qui l'entourent, c'est-à-dire les identifier et les puiser. Ce mot qui me manque dans tout ce que vous avez dit sur l'empouvoirment, c'est ce que Ludivine a évoqué, c'est la capacité de résistance. Pour nous, amener quelqu'un, renforcer les capacités de quelqu'un, c'est lui permettre d'identifier ce qui va lui permettre de mieux résister. Parce que la résistance, c'est vraiment ce qui fait la vie avec un handicap. Il faut résister à énormément de choses. Et peut-être au plus difficile, c'est-à-dire à la générosité de l'autre. C'est-à-dire à la volonté de protection et de soin de l'autre qui souvent va m'enfermer et contre lequel il va falloir que je lutte. Ça veut dire que ma volonté, elle va être subversive. Il va falloir que j'aille à contre-courant. Il va falloir que j'aille à contre-courant et avec des réductions de capacité. Vous imaginez l'enjeu. Donc l'empouvoirment, le renforcement des capacités pour les personnes en restriction de capacité, que je préfère à handicap, il est vraiment essentiel parce que c'est ce qui va leur permettre justement d'aller à contre-courant. Comment je peux aller à contre-courant, être subversif, refuser l'aide qu'on veut m'apporter, parce que c'est ça qui va me permettre de vivre mes choix. Et vraiment, c'est le cœur de l'empouvoirment. C'est le cœur de comment je vais amener la personne à oser défier l'entendement et défier la normalité finalement. C'est à ça que je veux l'encourager. Effectivement. Oui, c'est un processus d'émancipation. C'est-à-dire je vais aussi m'affranchir de la case dans laquelle on voudrait éventuellement m'enfermer, quand bien même elle n'est pas forcément mal intentionnée au départ, mais effectivement elle devient mauvaise puisqu'elle m'enferme. Donc c'est l'empouvoirment, l'empowerment, c'est vraiment un processus d'émancipation individuelle et collective. Il y a, tout à l'heure, moi dans mon propos, l'empowerment, il est individuel et il est collectif. Il est effectivement un groupe confronté à une problématique qui va aussi s'émanciper et donc trouver effectivement des ressources propres pour pouvoir se confronter à une situation problématique. Peut-être un mot, que j'entendais le mot la résistance, ce qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est le mot résilience. Et pour moi, l'employement est dans la continuité de la résilience. Alors, la résilience, c'est une capacité que les individus ont à ne pas subir les souffrances, subir des situations où ils risquent d'être démolis. Donc, ça, c'est par rapport à ce que j'appelle en négatif, par rapport à une épreuve. Mais
l'empowerment continue, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement par rapport aux souffrances, par rapport aux difficultés, mais après comment on continue de s'épanouir, de s'émanciper, et donc au-delà même des souffrances, mais pour moi c'est vraiment la continuité de la résilience. On peut penser que la résilience est le début de l'empowerment, ou que l'empowerment est la suite de la résilience, quoi. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose, sauf que la résilience, on n'y a pas forcément mis tous ces processus-là de participation et tout ça, qui était d'abord quelque chose de personnel pour ne pas s'enfoncer par rapport à une... Et ça commence par là. Mais la résilience, c'est l'alchimie. C'est transformer le plomb en or. Hein. C'est vraiment cette question-là. Donc là, c'est un petit peu de la... C'est pas de la magie, mais c'est vraiment une élévation. Hein, finalement. C'est amusant parce que vous dites ça, je trouve que c'est très beau. Et de temps en temps, moi je dis en fait, en tant que thérapeute, je disais ça, il s'agit de rechercher les pépites d'or chez les gens. Mais les pépites d'or, souvent, elles sont au milieu de la merde, et donc parfois on ne les voit pas, et les gens même ont l'impression de ne pas la voir parce qu'ils ne voient que leur merde. Et donc, moi, j'ai toujours dit, c'est pas la merde des gens qui m'intéresse, c'est les pépites d'or. Et donc, le problème n'est pas de réparer ou de simplement nettoyer les merdes, c'est vraiment de penser que c'est ça. Et donc, quand vous dites la chimie, oui, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Et c'est ça qui permet de croire que ça vaut le coup de s'occuper des gens qui sont en pleine détresse. C'est parce qu'ils ont de la valeur, mais c'est pas leur merde qui a de la valeur. C'est l'or qu'il y a dedans. Oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce qui est dit autour de la communauté, mais bon, moi j'ai un exemple très précis en tête. Quand c'est une pathologie rare, c'est pas facile de développer une communauté autour de soi ou de la trouver. Quand l'évolution est rapide, voilà, je m'interroge quelle petite pépite, quelle intuition avez-vous par rapport à cette thématique ? Je pense qu'il y a une chose qui est quand même fondamentale au-delà de toutes nos souffrances corporelles que l'on peut avoir. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est le lien. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de pathologies physiques redoutables, mais qui ont des pathologies du lien. C'est tous les troubles de santé mentale qui sont importants. Si les gens ont des gros troubles physiques, mais ont encore des liens de qualité, ça donne encore envie de se battre ou de vivre ce qui nous reste à vivre. Parce que c'est pas forcément que se battre, il y a des moments où il faut lâcher aussi. Mais la qualité d'une vie, c'est pas simplement vivre des souffrances ou vivre des plaisirs. C'est pas que ça, pour moi, c'est avant tout la qualité des liens que l'on a. Et donc ces pépites, on peut toujours les avoir, quel que soit notre niveau de santé physique. Et donc, pour l'entourage, c'est également ça. C'est... Si par rapport entre soins palliatifs, euthanasie, je ne sais pas si c'est des questions, bon, je vais peut-être un peu loin, mais... La question pour un soignant, c'est de se dire, est-ce que la vie de la personne, pour moi, a de la valeur ? Si la personne est paralysée, aveugle, sourde, ne peut plus bouger, est-ce qu'elle a encore de la valeur pour moi ? Si elle n'en a pas pour nous, qu'est-ce qu'on peut dire à l'autre ? Que l'autre n'envoie plus de valeur à sa propre vie, donc là il y a effectivement la question du respect et de dire si l'autre ne peut plus. Mais nous, ce que l'on a à dire en tant qu'accompagnant, c'est est-ce que la vie de l'autre a de la valeur encore pour nous ? Donc voilà, les pépites, je ne sais pas si vous les voyez, mais elles sont là. Non, je parle de l'entourage, ça peut être le conjoint, le frère, l'ami, les pépites, elles sont partout. Et à chaque fois que l'on a un regard d'humain vis-à-vis d'un autre humain qui a de la valeur, qui est unique, comme dirait Albert Jacquard, nous sommes tous merveilleusement exceptionnels. Et quand vous savez que lui, il a été particulièrement abîmé par un accident et il n'était pas particulièrement beau, ça a du sens quand il dit ça, on peut le croire. Quelles sont les limites, en fait, que vous voyez à cette santé communautaire, à cet empowerment dans ce secteur-là ? Parce que je pense que c'est intéressant de se poser aussi cette question. Vous avez largement démontré tous les bénéfices que ça pouvait avoir. Quelles sont les limites que vous avez pu identifier ? Alors, si la démarche communautaire, c'est de mettre l'humain au centre de tout. La limite, actuellement, on ne peut pas dire que ce soit la majorité, ça. Enfin, moi, ce n'est pas ce que j'ai constaté. Là, pour l'instant, ce qui est au centre de tout dans notre société, c'est l'argent. Ce qui a de la valeur, c'est l'argent. Si, pour faire de l'argent, on a licencié 10 000 personnes, où est le problème ? Enfin, je suis un peu provocateur, mais je pense que
La question de la limite, c'est ça. La première chose, c'est que sur le plan sociétal, on est loin d'avoir gagné de mettre l'humain au centre de tout. Pour l'instant, les intérêts sont autres. En termes de valeurs, c'est pouvoir probablement renverser des valeurs. Donc c'est une des limites, ça. La deuxième, on a besoin que tous les acteurs soient ensemble pour pouvoir arriver à faire quelque chose. On n'est pas encore, même si on milite pour du collectif pour l'instant, mais même, je vois les agences régionales de santé, mais pas que, en dehors de la santé, c'est la même chose. Il y a des gens, ils sont plutôt sur un plan analytique que global, plutôt que systémique, et donc ils se disent, ils ont des priorités, ben on va donner aux opérateurs de remplir les actions pour faire une priorité. Et donc on va mettre les uns à côté des autres. Donc on lance un appel à projet, c'est quelque chose de plus. Et les appels à projet, ben on met les associations en concurrence, on met les opérateurs en concurrence. Au lieu de les faire travailler ensemble, au lieu d'essayer d'avoir de l'intelligence collective, on est là au contraire pour diviser les gens, pour diviser les associations. Ça, c'est une limite également de la démarche communautaire. Donc il y en a plein de limites si on veut voir. Après, pour nous, la question, elle est autrement. On ne le voit pas en termes de limites, on le voit en termes d'obstacles, de freins. Et la question pour nous, qui est essentielle dans la démarche communautaire, c'est comment on transforme les freins en leviers. Où on va trouver les leviers pour dépasser les freins. Voilà, c'est des questions comme ça. Mais des limites, il y en a plein. La question pour nous, c'est une question dynamique. Je ne sais pas si je prends pas trop de parole. Un exemple, je vous donne. Ça se passe au Québec, dans une ville qui s'appelait Rouyn-Noranda. Je ne sais pas si certains ont entendu parler. Une ville où il y avait une industrie qui polluait énormément, à tel point que beaucoup d'enfants mouraient et beaucoup de gens partaient parce qu'il y avait une pollution importante. La médecine du travail a essayé de faire quelque chose, ça n'était pas efficace. La ville avait essayé, ça n'était pas efficace. Le gouvernement, personne n'y arrivait. Il y avait un groupe de santé communautaire qui était important, qui s'appelait Ville et Village en santé là-bas. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez le prendre? Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité l'entreprise, au même titre que les habitants, que les professionnels. La démarche communautaire, c'est tous les acteurs. Et donc, pendant un an, ils ont essayé d'échanger pour savoir ce qu'ils mettaient derrière les mots, essayer de se mettre d'accord. Au bout d'un an, l'entreprise a dit, d'accord, on fait un plan de 5 ans pour dépolluer. En fait, ils ont été tellement convaincus qu'en fait, ils ont tout fait en un an. Parce qu'ils se sont dit, mais on ne peut pas rester comme ça. Donc, ils avaient tout changé. Mais pourquoi ils ont changé? C'est parce qu'en fait, ils ont compris que ce n'était pas simplement eux face à d'autres, que finalement, c'était de leur intérêt aussi. Et donc, c'est ça la démarche communautaire. Donc oui, là, c'est un frein qui a été transformé en levier. Voilà, c'est juste un exemple. Ça ne se passe pas toujours si facilement. C'est pas des bisounours. Non, je vois pas non plus les limites aujourd'hui. En plus, ça reste quand même, malheureusement, un modèle extrêmement minoritaire dans le monde aujourd'hui sanitaire global, même si effectivement, on voit de plus en plus les institutions commencer à se dire les modèles que l'on a utilisés jusqu'à présent ne produisent pas les effets escomptés, donc on va peut-être en essayer d'autres. Donc effectivement, les réflexions de la part des institutions, soit de soutenir, soit de se former à la santé communautaire, vont dans ce sens-là. C'est pas une limite, mais dans une société effectivement de rapidité et d'argent, c'est le temps, parce que ça demande du temps. Se poser, discuter, regrouper des personnes, regrouper toutes les personnes qui vont être, en fonction de la position qu'elles occupent, concernées par la problématique, c'est du temps. Et donc, dans une société où effectivement on est dans une accélération des process, c'est vrai que la santé communautaire parfois a du mal à trouver sa place, alors que les effets vont justement, enfin, j'en suis convaincu, les effets produits vont justement être des gains énormes en termes de temps et s'inscrire, et en termes d'argent évidemment, et vont s'inscrire dans la durée. Mais la mise en œuvre de la démarche, la mise en œuvre de cette est longue. Et ça, c'est sans doute une des difficultés à laquelle on se heurte aujourd'hui. Et d'incompréhension. Les associations, par exemple, qui œuvrent dans la démarche communautaire, elles sont confrontées à cette chronologie-là institutionnelle. Il faut produire année après année des résultats.
Mais la démarche communautaire, elle ne s'inscrit pas forcément dans un cycle annuel. Elle peut déborder ce cycle annuel et donc aller l'expliquer après pour obtenir le financement pour l'année suivante. Ça, c'est sans doute la principale limite aujourd'hui. Je suis désolée, du coup, je dois partir. Je voulais juste dire sur les limites. C'est vrai que vous avez bien fait de poser la question parce qu'on n'a pas vraiment évoqué. On est un peu trop optimiste dans le domaine, mais en fait, je pense que les limites, c'est surtout que le pouvoir des pairs, pour faire court, le pouvoir par les pairs doit rester vraiment, alors doit à la fois être valorisé et doit rester ce qu'il est dans toute sa valeur, parce que il faut surtout pas que ça devienne une démarche généralisée, une démarche standard. Et voilà, à mon avis, la limite la plus importante, elle se trouve justement dans le fait de partager son expérience et garder en tête que c'est très difficile de partager son expérience parce que c'est très difficile de trouver le juste milieu entre une approche personnelle et le juste milieu entre être apporter ce qu'on a apporté de son point de vue et avoir une approche très individuelle de la personne qui est en face, trouver le juste milieu entre l'objectif et le subjectif. Ça, c'est un problème qu'on rencontre tous dans nos échanges tous les jours, mais voilà, je pense que la limite la plus importante, c'est ça, et c'est pour ça que le pouvoir des pairs doit être encouragé dans son espace, dans son élément, et ne pas être... Je vois que les institutions, les organisations non plus s'en emparent comme une question sanitaire ou médico-sociale. Il faut que ça reste extrêmement naturel, extrêmement spontané, que ce soit encouragé, parfois cadré un petit peu, mais que ça reste très naturel et très authentique. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ludivine, vous restez avec nous? Bien, vous vouliez prendre la parole, je crois. Oui, merci. Pour aller dans le sens de ce que disait Alicia, le plus important la notion de pair et le pouvoir des pairs, c'est la parité. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous parlons du même niveau et nous sommes sur un plan d'égalité, en tout cas à parité. Et ce terme de parité est vraiment essentiel. Et c'est même le déclencheur des échanges qui se font, parce que la parité entraîne la confiance. Et que c'est le début de beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent circuler. Pour revenir sur la question de la limite, moi d'une façon un peu provocante, je dirais qu'une des limites de cette notion de communautaire, c'est peut-être la République, justement. Parce qu'il y a une très forte résistance de la République par rapport au communautarisme et à toute cette notion de communauté. Et qu'on n'accorde pas de droit aux communautés, justement parce qu'il y a la République, et dans la République, chacun a les mêmes droits. Et que nous avons rencontré cette espèce de résistance au sentiment de communautarisme. Et puis, comme le disait Alicia, la communauté nous fait aussi un peu peur à nous, parce que nous avons peur d'être relégués et maintenus dans cette communauté des handicapés. Et nous ne voulons pas, absolument pas être contraints à rester dans cette communauté ou être assimilés continuellement à la communauté des handicapés. Nous sommes d'abord des êtres humains lambda qui malheureusement devons nous extirper de cette espèce de relégation communautaire. Et donc c'est une des limites que nous apportons à ce sentiment-là. Donc voilà, les deux limites, les deux réflexions, je me ferai autour de la limite. Alors, communautariste, sans doute c'est l'une des principales limites en France en tout cas, parce qu'effectivement l'incompréhension liée à la santé communautaire est qu'elle est assimilée à de la santé communautariste, ce qui n'est pas le cas. Enfin, le communautaire, alors l'Institut Renaudot le définit plutôt comme communautaire territorial, on va plutôt être effectivement avec les communautés de population ou de pratique, mais c'est effectivement retourner éventuellement vers une communauté, parce que là on va y trouver la parité, le regard non jugeant, l'écoute,
l'effet miroir, sa propre singularité face à la singularité de l'autre, sans ce prisme de « ah, il est différent de ce que je suis ». Maintenant, il est pareil. Donc la parité est très forte. Donc on va retourner vers ces communautés-là, mais effectivement, on va très vite s'en extraire. Et toutes les réflexions menées par les communautés visent à l'universalisme. Toutes les avancées, d'ailleurs, j'en ai pas cité beaucoup, mais ont visé à un meilleur vivre ensemble qui a permis à l'ensemble de la communauté républicaine, si on prend les termes un peu, voilà, de vivre mieux. La place du malade, alors elle est beaucoup née effectivement dans le mouvement SIDA, enfin la révolution autour de la démocratie sanitaire, la place de l'usager dans le système de santé, dans le système qu'on appelle encore malheureusement de soins, c'est-à-dire qu'on réduit encore la personne à un objet de soin, alors que c'est la santé dans toute sa dimension, de la prévention. L'idée, c'est de ne pas tomber malade au départ, ou de ne pas avoir une situation de handicap éventuellement. C'est ça le point de départ. C'est pas trouver après les solutions. Ça, on est déjà dans quelque chose d'autre. Mais toutes les réflexions et tout ce qui naît des communautés vaut pour tous. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, on travaille à l'universalisme. Les mesures qui peuvent naître éventuellement. Alors, effectivement, aide est née dans. Donc je disais, est né dans la pensée de Michel Foucault. Michel Foucault, un des éléments fondateurs de sa pensée, c'est que les marges font progresser l'ensemble. Et c'est ça en fait, les marges font progresser l'ensemble. Donc effectivement, les personnes en situation de handicap, ou les personnes confrontées à une pathologie, ou une communauté confrontée à une problématique spécifique, fait progresser l'ensemble. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles images républicaines, enfin universalistes. Je dirais que le communautaire doit normalement pouvoir éviter à la fois les enfermements et les exclusions. Quand Olivier parle d'universalisme, oui. Si c'est des communautés qui excluent d'autres, ça pose problème et pour moi on n'est pas dans le communautaire. Mais si on est enfermé, c'est pareil. Donc je crois que c'est vraiment comprendre que c'est là où, notamment dans les notions d'empowerment, il y a un moment le sentiment d'appartenance. Et là encore, il y a des étapes. Il y a des gens qui ont l'impression d'être seuls, incompris, sans lien avec d'autres. Après, il y a des gens qui ont, avec quelques individus, déjà des liens de solidarité. Après, c'est avec des communautés de mêmes, des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes, je sais pas, la musique, le sport, des choses comme ça, ou le même parti politique. Et ça, c'est toujours avec les mêmes. Et après, on arrive à la complexité d'appartenance à des groupes qui, justement, intègrent des gens différents, des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes idées, les mêmes choses. C'est Edgar Morin qui fait l'éloge de la complexité et qui pense que l'humanité ne pourra se construire que dans cette complexité. Et donc c'est en acceptant au fur et à mesure de plus en plus de gens différents qu'on devient de plus en plus humain. Donc c'est ni enfermement ni exclusion. Est-ce que vous avez des exemples de projets menés en lien avec l'hôpital, ou si vous aviez des interlocuteurs à l'hôpital qui pouvaient vous aider dans vos projets ? Oui, les hôpitaux sont des ressources importantes. Alors, par exemple, les conseils locaux en santé mentale, les CLSM, qui ont été créés. Moi, avant, je coordonnais un réseau de santé mentale. Les réseaux n'existent plus aujourd'hui, mais ils sont remplacés par ces conseils locaux en santé mentale. Et donc, c'est un partenariat entre l'hôpital et la ville. Il y a normalement un poste fléché par l'ARS, moitié payé par la ville, moitié par l'hôpital. Le but est que tous les acteurs qui interviennent en santé mentale puissent être ensemble. Et donc l'hôpital, via le secteur également, est présent. C'est quelque chose d'important. Si on prend vous connaissez les GEM, les groupes d'entraide mutuelle ? Donc pour nous, c'est assez proche des démarches communautaires, donc souvent sous l'égide développée par l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des amis et familles des malades psychiques, qui sont présents dans les hôpitaux, qui représentent les usagers. Si on voit les GEM
l'hôpital, avec le secteur psy, eux, ils vont avoir ce qu'on appelle les CATTP, les ateliers protégés. C'est-à-dire quand les gens sont soignés, mais ils ne sont pas à même de pouvoir reprendre le travail, ils ont besoin de liens, ils ont des ateliers avec des professionnels du soin, d'infirmiers, psychiatres. Et après, en fait, ils se retrouvent souvent seuls chez eux et isolés. Les GEM, et ça c'est fait en lien avec les hôpitaux aussi, c'est une autre possibilité où eux, ils vont se gérer eux-mêmes, ils participent à la définition des activités, à l'animation, et donc pour nous, c'est bien de la démarche communautaire, et l'hôpital est effectivement présent là, donc c'est un exemple. Si on prend l'éducation thérapeutique, qui est un autre exemple, soit elle est faite à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont donner la bonne parole aux usagers pour qu'ils découvrent les bons comportements à avoir. Et là, on est dans... Et je pense que ça reste majoritaire. Mais il existe de plus maintenant des possibilités d'éducation thérapeutique où les patients sont en situation eux aussi d'experts et de pouvoir apporter comment faire pour le diabète, pour d'autres choses. Ils en savent autant, parfois plus que les professionnels sur la gestion quotidienne. Et donc c'est les échanges entre les patients qui ont déterminé. Et c'est souvent les hôpitaux qui sont aussi derrière. Donc les hôpitaux ont à modifier leurs pratiques pareil. Ça ne veut pas dire que... Là, je vous donne les situations où ça se passe bien, et je ne dis pas que ça se passe partout comme ça. Mais l'hôpital évolue aussi sur ces questions-là, peut rester effectivement, mais parlons des succès. Je prends un exemple très récent dans la lutte contre le VIH-Sida, où en consultation VIH, des médecins VIH reçoivent des patients qui leur disent bon d'accord, vous prescrivez ces molécules-là, vous ne pourriez pas m'en prescrire 2-3 boîtes supplémentaires parce que je vais les donner à des partenaires qui vont les prendre avant d'avoir éventuellement des relations sexuelles avec moi, parce que peut-être que ça va les protéger. Bruit de fond, ça commence à monter, les médecins commencent à alors certains, évidemment, position de savants arrogants, se disent « Ah mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est pas bien », puis d'autres se disent « Bon, là, il y a des pratiques qui sont en train de se modifier, donc interrogeons les personnes, travaillons avec elles, voyons ce qui se peut. » Et puis ça chemine, et puis on arrive effectivement à la mise en place, en France, après d'autres pays, mais d'une recherche qui implique toutes les personnes, à la fois les savants, mais aussi les personnes directement concernées, pour voir les effets, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, est-ce que ça produit des choses. Et puis on est aujourd'hui en France dans la délivrance d'un traitement pré-exposition. Donc le communautaire, il insuffle aussi là, c'est des choses qui se jouent là. Donc après, c'est porté par des personnes aussi. Il faut des alliés de relations communautaires. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut des alliés. Il faut effectivement trouver dans les structures qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là et sont éventuellement réfractaires, la personne qui, elle, va se dire là, il y a quelque chose à faire et donc je vais devenir, sans le savoir, mais allié de cette approche-là qui effectivement replace la personne au cœur de la considération. Pour aller dans le même sens, mais déjà pour répondre, il y a un exemple aussi qui est intéressant de lien avec l'hôpital. C'est avec Maison Blanche, il y a un projet qui s'appelle Emilia, qui est un projet européen, où les patients ont un statut de chercheur au même titre que les professionnels. Donc des patients qui ont été en hôpital psychiatrique. Et ensemble, donc c'est une équipe de recherche, patients professionnels d'hôpital, où pour travailler sur les questions du suivi des médicaments, sur les effets secondaires, etc., et bien, ils avaient besoin en fait, d'utiliser les savoirs expérientiels. Et donc, ils ont un statut de chercheur. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est de la mobilisation collective, quand on dit de la recherche d'alliance. Nous, ce qu'on a fait, le réseau santé mentale, il a commencé, c'était comme ça, en 2003, parce que les acteurs, c'était aussi bien du social, de l'éducatif, etc., se demandaient comment on différenciait la souffrance psychique et la souffrance mentale. C'est-à-dire à quel moment adresser un professionnel pour une évaluation ou une prise en charge. Et en fait, on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de mieux se connaître les uns les autres. Et donc, tous les mois, on allait dans une structure différente. Que ce soit un centre social, que ce soit une école, que ce soit, etc. Et donc, pendant 10 ans, on a tourné comme ça tous les mois. Et chaque mois, donc là, l'équipe se présentait avec ses possibilités, etc. Et avec un référent pour le réseau.
C'est-à-dire que voilà, c'était le lien. On savait que s'il y avait des difficultés à trouver de la place au CMP, etc., mais on avait quelqu'un qui était là pour nous aider et qui lui se débrouillait pour qu'il y ait une place, etc. Et ça, à la fin, on est arrivé à plus de 100 structures et plus de 400 personnes qui adhéraient au réseau. Voilà. Mais c'est un travail, c'est une mobilisation collective, mais qui en même temps s'appuie sur des alliances, sur des personnes qui sont prêtes à s'engager. Et ça, c'est vraiment le boulot de la démarche communautaire, c'est de trouver les ressources. Et il y en a toujours partout. Sauf qu'on ne les connaît pas, mais ça peut être un gardien d'immeuble, ça peut être, etc. Il y a des tas de gens qui sont des vraies mines. Mais souvent, ils sont là, ils ne sont pas reliés. Et donc, la question de la démarche communautaire, c'est d'arriver à relier toutes ces ressources. Nous allons devoir conclure, compte tenu de l'heure. Je suis le gardien du temps. Ludivine voulait intervenir. Je vous en prie. Oui, par rapport à ce qui se passe dans les hôpitaux, que forcément je fréquente en tant que patiente, et pour faire écho à ce que monsieur disait sur les maladies rares, parce que je suis en plein dedans, j'ai eu la chance de sortir justement de tout ce système où, ce que disaient les proches, le médecin est debout, le patient couché, et puis bon, voilà. Et une fois que j'ai su ce que j'avais, en fait, les médecins font un maximum, s'impliquent un maximum pour nous aider. Ils sont aperçus en fait qu'ils n'étaient pas plus écoutés que leurs patients, sachant qu'on a des errances diagnostiques assez délirantes. Et du coup, c'est eux qui nous intègrent maintenant dans les colloques médicaux pour que nous aussi on puisse faire avancer les chercheurs qui se réunissent une fois par an de tous les pays vers du mieux. Alors après, ça s'écarte un petit peu du sujet du jour, mais c'est des choses qui se font. Après, c'est quelque chose que moi je découvre totalement, je n'avais pas connu en 40 ans avant. J'espère que ça continuera dans ce sens-là. Bien. Nous remercions bien sûr les 4 conférenciers. Quelques idées clés, pas du tout exhaustives bien évidemment. La santé communautaire permet de développer une démocratie sanitaire. Elle permet de gérer le temps différemment. Elle fait changer les paradigmes. Il faut privilégier l'approche systémique. C'est une véritable révolution humaniste avec de nouveaux indicateurs. Améliorer l'offre de services. Transformer donc passer du savoir profane au savoir savant sans exclure l'un ou l'autre, mutualiser, et quelque chose qui m'a semblé très important, qui a été dit, rien pour nous, rien sans nous, nous sommes en capacité de refuser le soin. Je vous remercie.